donc vous venez parmi nous pour nous dresser également ce regard sur les grands enjeux, les défis qui sont devant nous sur cette question de solidarité. Alors, sans plus attendre, on parle de solidarité tantôt au singulier, tantôt au pluriel. On constate quand même qu'il y a une définition de plus en plus large de ces questions de solidarité, que de nouveaux champs d'intervention émergent, que de nouvelles catégories de personnes vulnérables apparaissent. Il est probable que nous fassions tous prochainement partie de ces personnes vulnérables, que les périmètres de pauvreté s'étendent, ils s'étendent notamment en classe moyenne, d'une part, et d'autre part, on constate aussi une multitude d'actions nouvelles, d'innovations, de choses qui se passent dans le secteur associatif, du côté des bricoleurs de génie que sont parfois des initiateurs de solidarité. Ce tableau, il est extrêmement bigarré, et j'aurais aimé commencer cette table ronde par avoir votre point de vue sur cette évolution et sur ces questions qui, finalement, définissent les solidarités ou la solidarité aujourd'hui. Monsieur Chenu, peut-être, pour démarrer. Oui, alors, nous avons travaillé il y a un an et demi sur une mise en perspective, un projet de mandature sur lequel vraiment structuré autour de 3 points essentiels. Alors, les solidarités, avec un S, les transitions, l'éducation et la citoyenneté. Depuis, nous nous sommes mis au travail et nous avons déjà élaboré un certain nombre de schémas d'action pluriannuels, de programmation d'intervention. Et je dirais que pour nous, le cap est clair, les objectifs à atteindre le sont tout autant. Et pourtant, pour cela, il y a un chemin. Et aujourd'hui, je dois dire, faire preuve de ma préoccupation, qui est partagée par un très grand nombre de présidents de départements, eh bien, on a presque l'impression que le chemin que l'on devait emprunter, il se dérobe sous nos pieds du fait d'un modèle économique de financement de nos politiques publiques complètement inadapté. Je faisais partie de ceux qui, dès que la perspective se précisait de supprimer la taxe d'habitation, beaucoup, y compris à titre individuel, pouvaient se satisfaire de voir leur feuille d'imposition s'alléger. Globalement, c'est 24 milliards d'euros qui ont disparu dans cette opération. Eh bien, c'était aussi se dire que c'était se priver d'autant de capacités d'action publique. Et aujourd'hui, bien cela, ces 24 milliards d'euros mesurent à quel point ils vont nous faire défaut pour aborder bien les difficultés, les turbulences du moment. Alors pour les départements, c'est notamment le fait que cette réforme a conduit à un modèle économique où nos 2 ressources essentielles, la TVA assise sur l'activité et l'inflation, ce qui n'est pas un modèle vertueux, et les droits de mutation. Nous le disions, alors tant que les choses allaient bien, on nous disait nationalement, mais oui, vous êtes pessimiste, pour l'instant, tout va bien. Aujourd'hui, eh bien, nous y sommes, et c'est d'autant plus difficile à communiquer, c'est que nous sortons d'une année 2022 qui a été, sur le plan budgétaire, une des meilleures années connues. Et déjà, c'est complètement le passé, c'est totalement, nous sommes déjà au 30 septembre à 40 millions de pertes de droits de mutation, ce sera au moins 55 à la fin de l'année. C'est nos équilibres qui sont menacés, c'est notre capacité à agir sur tous les schémas que nous avons travaillés, la volonté de les mettre en œuvre, d'accompagner, parce qu'on sait que les besoins sont considérables, que ce soit par rapport au vieillissement de la population, aussi au développement malheureusement de la précarité, de la grande pauvreté, et c'est tout cela qui est réinterrogé avec un modèle économique inadapté. Et vous évoquiez tout à l'heure dans les prises de parole initiales les marqueurs, en disant que certains ne sont plus les mêmes. Moi je pense quand même que la question du rapport aux solidarités reste fondamentalement un des marqueurs du débat public. Quelle perception on a? Est-ce qu'on considère que c'est un enjeu essentiel pour se projeter et pour la cohésion sociale, ou est-ce qu'on considère que c'est juste éventuellement une résultante si tout le reste fonctionne correctement? Alors nous faisons partie de ceux qui considèrent que c'est un marqueur et que, contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas une valeur du passé mais une valeur d'avenir qu'il faut continuer d'entretenir et de cultiver, parce qu'on pense aussi qu'il n'y a pas finalement d'alternative à entretenir les solidarités. Mais vraiment ce message, et je m'excuse peut-être de plomber un peu
l'ambiance, mais je pense que la qualité du dialogue aussi, la sincérité de l'expression publique, c'est important de dire les choses parce que nous allons avoir des échanges avec de très nombreux partenaires et il faut comprendre la réalité de cette situation aujourd'hui et donc réinterroger. Il n'y a pas de vraie perspective sans une refonte en profondeur du rapport à la fiscalité, du rôle redistributif de l'impôt. Ce n'est pas mal de payer des impôts pour financer des politiques publiques, et c'est tout cela qu'il va falloir réinterroger, même si je sais que ce n'est pas nécessairement, et peut-être même moins s'en faut, dans l'heure du temps et le courant dominant de la pensée actuelle. Mais vraiment une préoccupation, je dirais, grave à ce stade. Merci. Monsieur. Oui, écoutez, moi, ça me paraît bien que nous soyons, comme vous l'avez défini, dans un lieu d'inventivité, d'innovation, parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin d'inventer. Tellement les nœuds, les blocages, les crispations me paraissent profondes, notamment autour de cette question des solidarités, en réalité de ce qui fait le contrat social. Et je partage la préoccupation du président, qui est non seulement une préoccupation dans le moment, dans l'instant, au vu d'une incapacité de la société et des pouvoirs publics à se mettre à la hauteur, de la précarité qui travaille la société. J'étais encore récemment chez moi dans la région de Saint-Nazaire, où on me disait que, comme partout, le nombre de personnes qui viennent dans la distribution alimentaire ne cesse d'augmenter. C'est partout dans le pays. Des files d'attente pour le logement social, des personnes à la rue. Nous sommes pourtant dans un pays où la redistribution est puissante, où les protections sont puissantes, et pourtant la précarité s'installe et s'enracine de plus en plus. Et nous sommes dans ce moment-là, et l'inquiétude, elle porte sur le moment, et c'est la raison pour laquelle j'en reparlerai. Notre fédération appelle une mobilisation nationale le 12 octobre, la semaine prochaine, pour se faire entendre la voix des précaires, des pauvres, des associations qui ont de moins en moins de moyens. C'est le cas aussi, le président le disait, des collectivités et d'abord des départements. Et encore une fois, parce qu'il me semble que nous sommes dans une période de mise en danger très profonde. Ça n'est pas la première fois dans notre histoire, et ça n'est pas propre à la France. On le voit ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Mais cette mise en danger de la solidarité, elle est évidemment d'abord problématique pour les personnes qui sont en difficulté, des hommes beaucoup, et surtout des femmes. Pour celles et ceux qui les accompagnent à titre professionnel, travailleurs sociaux, les bénévoles dans des associations, mais je dirais beaucoup plus profondément pour le contrat social et pour le contrat social démocratique. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît indispensable que nous puissions, dans des lieux comme celui-là, inventer des réponses qui soient des réponses qui ne puissent pas résider dans des dogmes, dans des réflexes, dans des paresses auxquelles je le crains, nous n'échappons pas non plus. Parce que ce que nous voyons, c'est quoi, me semble-t-il? C'est une tendance, encore une fois, qui n'est pas nouvelle dans l'histoire du pays et qui n'est pas propre à la France, à la stigmatisation des pauvres et des étrangers. Mais est-ce qu'il y a une surprise à ça? Lorsqu'on voit les classes populaires et une partie des classes moyennes fragilisées économiquement et socialement, quand on voit ce que je qualifierais d'égoïsme des possédants, suicidaire, quand on voit les nœuds, les crispations culturelles, religieuses qui sont réelles, on ne va pas se voiler la face, on est depuis 30-40 ans dans une phase de durcissement d'une partie de la pratique religieuse dans toute une série de religions. Donc les nœuds, ils sont là, les crispations, elles sont là. Et elles affaiblissent en profondeur les réflexes, les mécanismes de la solidarité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, me semble-t-il, besoin, pas seulement, encore une fois, pour les personnes en difficulté, ça suffirait bien sûr à cette mobilisation, pas seulement pour les travailleurs sociaux, pas seulement pour les bénévoles, pas seulement pour les élus, mais tout simplement parce que je crois qu'on sent bien, toutes et tous aujourd'hui, que c'est notre survie en tant que société démocratique qui est en cause à travers ça. Et donc il va nous falloir inventer. Inventer quoi? Vous le disiez très justement, c'est pour ça que je pense que c'est dans un lieu comme celui-ci que tout ça va pouvoir s'inventer avec les jeunes que vous accueillez, avec les enseignants, les encadrants que vous êtes. Cette solidarité,
je ne crois pas qu'elle puisse se concevoir autrement qu'une réflexion en profondeur sur la nature même du contrat social. Par exemple, et je sais que c'est évidemment quelque chose qui va occuper ici les enseignants et les jeunes qui apprennent le travail social, la question du rapport entre professionnels et personnes concernées. La question des rapports entre la puissance publique et le monde associatif. La question des rapports entre les uns et les autres et les travailleurs sociaux, avec, me semble-t-il, une question clé qui est celle de la confiance. Comment est-ce qu'on sort de mécanismes bureaucratiques? Il faut quand même voir que les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux, ils ne font que des rapports toute la journée. Comment on sort de cette bureaucratie-là? Comment on réinvente des rapports de travail, des rapports sociaux différents? Comment, évidemment, ça a été dit, on ne pense plus la transformation sociale et la lutte contre la précarité sans penser la transformation écologique. Comment est-ce qu'on ne pense plus la transformation sociale et la lutte contre la précarité sans la sortie du patriarcat et la place des femmes? Comment est-ce qu'on ne pense plus la transformation sociale et la lutte contre la précarité sans enfin sortir des dogmes des uns et des autres et des instrumentalisations sur la question de l'immigration? Je pourrais en citer d'autres. Donc je suis très heureux qu'on soit dans un lieu comme celui-ci parce que je veux dire un truc, il va falloir qu'on se bouge les uns et les autres et qu'on avance. Merci. Alors, vous avoir tous les deux, et vous venez d'évoquer quelque chose, vous avoir tous les deux sur un plateau, c'est une occasion en or pour parler des conditions pour refonder un pacte social. Conditions peut-être du dialogue entre le pouvoir public et le secteur associatif. Est-ce que vous avez sur cette question une vision, alors peut-être de l'instant, mais aussi de ces évolutions nécessaires dans un dialogue réussi entre finalement ce que l'on appelle, je fais un petit clin d'œil au président de la Grande École des Solidarités qui est ici, Pablo Diaz, ce qu'on appelle le rapprochement entre les solidarités chaudes et les solidarités froides. Comment vous situez-vous par rapport à ça? Alors, nonobstant mon propos préliminaire, je pense que nous avons aussi à travailler, parler de sortir des dogmes, par exemple, des postures sur les questions de migration, mais on a le même type de débat, par exemple, sur l'expérimentation que nous, on veut conduire sur l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Bien, soit on reste dans des postures et des dogmes, mais finalement la situation la plus simple, c'est de dire, bon, ben, finalement, on regarde et on verra, ou soit fondamentalement, on se repose la question, est-ce que la situation actuelle est satisfaisante pour un bénéficiaire? On ne le pense pas. Est-ce que son accompagnement, les moyens qui y sont dédiés sont suffisants? On ne le croit pas. Est-ce qu'on peut essayer de faire bouger les lignes? Eh bien, on a envie de le tenter. D'ailleurs, on s'est posé des questions, mais qui étaient des légitimes, de positionnement politique à assumer, parce que c'est dans le courant de pensée que celui auquel j'appartiens, ce n'était pas la tendance majoritaire. Mais néanmoins, quelques collègues, la Loire-Atlantique, le Grand Lyon, eh bien on s'est dit chiche, ça vaut en tout cas le coup de tenter pour aller au contact, mais on repart le bénéficiaire au cœur. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Qu'est-ce qui peut le faire un acteur aussi de la construction de ce que l'on veut faire? Et ça veut dire aussi bien innover, par exemple, obtenir le financement de 2 postes d'infirmières, alors qu'on nous disait que ça ne pouvait être que des conseillers d'insertion. Donc c'est bien cette prise en compte, c'est un axe de travail pour repartir du terrain, repartir du concret et des aspirations légitimes. Et puis, derrière tout ça, bien sûr, réaffirmer quand même très fortement que la solidarité, je le disais tout de suite, est une valeur d'un vie. C'est une condition pour le bien-être collectif et pour la cohésion d'un territoire et des habitants de ce territoire, quelle que soit l'échelle que l'on retient. En effet, la solidarité n'est pas une option. Oui, j'ai aussi envie de prolonger un propos que vous aviez tout à l'heure, que je crois très juste, que j'ai vécu par exemple chez vous tout à l'heure, dans un lieu que vous devez connaître, avec une association que vous devez connaître, qui s'appelle les Cœurs Résistants. Donc, merci Madame la Présidente de nous avoir fait rencontrer. Et si vous ne connaissez pas le lieu, enfin, c'est, voilà, là on y est, quoi. C'est-à-dire que voilà un lieu où on pense avec les uns et les autres dans leur diversité, qu'ils soient personnes sans abri, professionnels, bénévoles, la question du lien social et de comment on vit ensemble.
Et moi, je les ai écoutés, je leur ai dit, vous savez quoi, en fait, c'est tous les gens de ce pays qu'il faudrait envoyer chez vous, là, pour se réapproprier la question de ce qui fait le lien social. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que ma conviction, et je le vois partout dans notre fédération des acteurs de la solidarité, je le vois à Rennes, je le vois régulièrement, et c'est à Nantes qui vous le dit, ça sera rien, mais c'est aussi très près à Nantes et ailleurs. En réalité, ces sources d'innovation, d'inventivité, vous le disiez tout à l'heure, elles existent dans les sociétés. Elles existent notamment dans le monde associatif, qui par ailleurs a plein de défauts. Moi, je ne suis pas là à dire les associations sont formidables, etc. Les collectivités inventent. Donc il y a une source d'inventivité extraordinaire, notamment dans le champ des solidarités. Et pour moi, la question qui est devant nous, notamment dans un pays comme le nôtre, c'est au fond, comment on, et quand je dis on, c'est à la fois la société et l'État, parce que je suis fonctionnaire par ailleurs, très fier de l'être, mais je crois assez lucide aussi sur l'extraordinaire difficulté de notre État à foutre la paix aux acteurs de la société, ou encore mieux parfois les accompagner. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse ensemble construire cette capacité collective dans la société, à travers des acteurs qui sont les personnes en difficulté, en précarité, et à partir d'elles et d'eux. C'est-à-dire que vraiment sur la question de la participation, du pouvoir d'agir. Sur la question du travail social, et comment le travail social agit dans ce contexte-là. Sur la question des rapports de confiance avec les financeurs. Qu'enfin, on sort de la bureaucratie, qu'on laisse les gens faire ce qu'ils ont la capacité de faire. Qu'on les contrôle, c'est de l'argent public, mais qu'on les laisse agir. Et qu'on soit dans cette capacité collective à faire vivre ce qui existe dans la société, sur la question de la solidarité. Puis je termine en rejoignant le propos initial du président. Il y a évidemment une question qui est posée sur la manière dont on finance la solidarité. La solidarité, ça se paye. Et je pense que ça ne se paye, il y a des gens qui payent, hein. C'est pas magique. Le président le sait bien mieux que nous. Et ça se paye quand le contrat social est équilibré. Ça se paye quand on a affaire à des possédants, j'aime bien utiliser ce terme un peu daté, parce que comme ils ont un comportement daté, j'utilise un terme daté. Ça se paye quand les possédants peuvent avoir la conviction que leur argent est bien utilisé à la paix sociale. Au-delà de réflexes moraux et de valeurs qui existent, notamment dans toute une série de familles de pensée. Quand les classes moyennes ont la sensation qu'il y a quelque chose d'à peu près équilibré qui se passe. C'est tout ça qu'il faut rétablir, et notamment effectivement par la question de l'équité dans l'impôt. Et donc c'est à travers, me semble-t-il, l'ensemble de ces éléments qu'il faut vraiment vite et impérativement rétablir, je ne sais pas, mais établir les conditions d'un contrat social où la solidarité soit à sa juste place, où les uns et les autres se disent « moi je paye pour la solidarité parce que c'est naturel, c'est légitime, et puisque ça contribue à la paix sociale », et qu'à l'inverse, si je ne fais pas le boulot, je vais finir un jour ou l'autre par en payer les conséquences, même dans mon quartier chic, et que les uns et les autres puissent, notamment sur la question du rapport au travail, la rémunération du travail, être dans un contrat social qui permet une société ordonnée, dans le sens de la justice, et je pense que c'est vraiment ce qui est devant nous aujourd'hui de manière urgente. Je profite, vous avez vraiment quasiment brossé le tableau que j'allais poser comme question, vraiment justement sur la question de ce rapport-là, aujourd'hui, à une multitude de questions sur la capacité de notre société à faire face à différents défis. Vous avez parlé des défis environnementaux, bien sûr des questions de santé publique et de grande pauvreté. Alors, vraiment, c'est une question difficile, mais quelle solution, quel levier mettre en œuvre assez rapidement, parce que nous n'avons plus le temps. Sur tous ces sujets, nous n'avons plus le temps. Qui plus est, avec un pacte social qui se dérobe un peu. C'est-à-dire le fait de dire de manière presque provocatrice la solidarité n'est pas une option, c'est pas une évidence. Alors, je dirais qu'à côté de tous les secteurs clés de nos politiques publiques traditionnelles, mais qui sont néanmoins quand même confrontés à une forme d'intensification, parce que la précarité augmente, les inégalités continuent de se creuser, la problématique du vieillissement massif de la population reste devant nous. À côté de ces enjeux-là, viennent aussi s'ajouter des enjeux de
transition et surtout d'articulation entre les solidarités qu'il faut cultiver et les transitions, faire que ces transitions ne laissent pas sur le bord du chemin des pans entiers de nos concitoyens. Et d'ailleurs, je tourne vers mes collègues, c'était le sujet de notre séminaire de rentrée il y a une quinzaine de jours, réfléchir, et par exemple, assez vite, on a convergé sur la question cruciale du logement, qui est vraiment à l'articulation de ces deux points. Alors, du logement, son accès pour ceux qui n'en ont pas ou qui ne sont pas dans des conditions de logement acceptables, mais aussi son évolution, sa composition, le rapport au logement qui change avec la mobilité, avec la diminution constante de la taille des ménages, et puis bien des enjeux de faire que ces logements soient vivables aussi, qu'ils soient adaptés à des questions de performance énergétique, de transition, de confort d'usage. Eh bien, c'est là où on a une capacité d'agir en portant des projets, en faisant des expérimentations, en conduisant des appels à projets, alors au début de façon un petit peu ponctuelle, mais on réussit à faire ce genre de choses, y compris dans des très petites communes, parfois 3 logements, 5 logements, pour essayer de montrer, parce que sinon le risque de rupture est très grand, entre ceux qui penseraient que finalement la question des transitions, c'est encore une contrainte supplémentaire qui va impacter leur capacité à vivre et qui est déjà très difficile. Donc, responsabilité de collectivité publique, mais bien sûr, tout seul, on ne peut pas grand-chose, mais dans la chaîne, on a une place à tenir. Et, par exemple, il se trouve que, en matière de logement, le département d'Ille-et-Vilaine, ce n'est pas une compétence régalienne en propre, beaucoup de ces compétences sont portées par les intercommunalités. Bon, ici, en l'occurrence, la métropole de Rennes a un engagement historique reconnu nationalement, mais au niveau des départements, avec près de 20 millions d'euros annuels de capacité, on est certainement un des départements le plus engagé au niveau national sur ces questions du logement et de son accessibilité et du Fonds de solidarité logement pour également maintenir à l'intérieur. Et on voit là, on fait tout de suite le lien transition, énergie, performance, lutte contre le réchauffement aussi. C'est tout cela. Et sur la question justement de cet effet un peu systémique et en particulier sur les migrations massives qui posent aussi un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez une vision sur le futur? Je finis par en avoir quelques éléments, oui, je peux vous livrer. Alors, je dirais pas massive, hein, mais je crois que la question de l'immigration dans le pays, elle est assez caractéristique des nœuds des blocages auxquels nous avons affaire. De nature culturelle et religieuse, moi je pense qu'il ne faut pas s'aveugler. Enfin, moi je pense qu'il y a une question qui est posée. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a une vraie question qui est posée. Moi je n'ai pas envie de penser que les gens sont obsédés par la question de l'immigration, mais j'ai envie d'être lucide sur ce qui travaille la société. Et donc, il me semble que l'immigration, c'est une rencontre. C'est une rencontre des personnes qui viennent, pour tout un tas de raisons, y compris les plus dramatiques, et une société qui accueille. Et je pense qu'il faut entendre la voix de l'un ou l'autre, parce que si vous en loupez l'un ou l'autre, il y a quelque chose qui dérape. Et donc je pense qu'il faut entrer dans ce qui, encore une fois, sans aucune surprise me semble-t-il, dans une société comme la nôtre, fragilisée économiquement, socialement, culturellement, religieusement, provoque des phénomènes de rejet ou de mise en distance. Évidemment instrumentalisés politiquement, c'est la profession depuis toujours, hein, ça, on sait qu'ils sont toujours là pour instrumentaliser. Et donc la question pour moi, c'est celle de savoir comment on fait vivre cet accueil, parce que une société qui n'accueille plus, je ne donne pas cher de sa peau. Je veux dire, si l'Europe pense qu'elle va survivre derrière des barricades pendant que les gens meurent en Méditerranée longtemps, en réalité, c'est nous qui sommes en train de mourir. Donc, cet accueil-là, il est indispensable à notre propre survie. Sans même parler de la question, bien sûr, des valeurs qui nous sont chères, notamment sur la question de l'asile, et puis aussi parce que c'est une nécessité économique, partout. C'est pour ça que j'étais très heureux que quelques parlementaires acceptent ma proposition visant à sortir de leur camp politique pour poser un acte en faveur de la réhabilitation par le travail dans les secteurs où il y a des besoins. Ça fait partie, là encore, c'est une question de survie.
notre économie ne survivra pas si des personnes ne viennent pas y travailler depuis l'étranger. Et donc cet accueil, il est vital, mais cet accueil, il faut, me semble-t-il, pouvoir le poursuivre dans la durée, en France, en Europe, comme dans d'autres pays, en étant attentif à ce qui se passe dans notre société. Sur la question, par exemple, du travail, des inquiétudes culturelles. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour, et ça se traduit par des actes, ça peut se traduire par des actes, c'est des discussions que j'ai de longue date, David le sait, avec Nathalie Perret, avec la maire de Nantes, avec la maire de Paris, avec d'autres, parce qu'ils sont confrontés directement à ces questions-là. Je salue leur courage et leur engagement, parce que c'est pas simple. C'est-à-dire que soit ils en font trop et ils sont engueulés, soit ils en font pas assez, ils sont engueulés. Donc je veux dire, il y a toujours qui trouvent que c'est trop ou c'est pas assez. Donc ça, je salue à nouveau l'engagement et le courage des grands élus qui sont là-dessus. Mais il nous reste ça à inventer, et ça aussi c'est une question essentielle pour la solidarité. La solidarité vers des personnes étrangères, elle se joue comme pour tout être humain, et avec une question qui est celle de notre capacité à faire la place qui doit être la leur dans notre société, mais une société qui est encore une fois crispée, travaillée par beaucoup de choses. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est en tout cas la base de mon raisonnement. Et c'est là-dessus que je pense qu'on doit pouvoir, après, on peut décliner des politiques européennes, des politiques nationales pour l'asile, pour la régularisation dans les secteurs en tension, la mise en place d'une protection humanitaire et environnementale, tout ça se décline. Mais moi je plaide pour cet accueil organisé, maîtrisé, parce que je crois que c'est comme ça que cette superbe rencontre qui fait qu'un pays comme le nôtre accueille devrait avoir de beaux jours encore devant elle, mais franchement là aussi il faut qu'on y aille, parce qu'on voit bien que là la rétraction elle est à l'œuvre. Sur ce sujet de migration, je peux aussi apporter un regard plus spécifiquement départemental sur une problématique pour laquelle on est au cœur de l'exposition et de la situation, c'est les mineurs non accompagnés. J'ai participé il y a 3 ou 4 semaines à une réunion du bureau de l'Assemblée des départements de France. Je dois dire que ça a été une des plus animées, même pour, je pourrais plutôt dire, les plus véhémentes qu'on a connues depuis un certain nombre d'années. Alors je ne citerai pas les auteurs, mais juste leurs propos. Quand j'en sors 30, j'en rentre 50. On les nourrit matin, midi et soir. C'était le niveau d'un certain nombre de nos interlocuteurs. Et par rapport à ça, il y a le débat sur la loi migration aussi, et la revendication assumée par un certain nombre de dire ce sujet-là n'est pas le sujet des départements, c'est la gestion des flux migratoires, que l'État reprenne la globalité du sujet. Avec mes collègues présidents de département de gauche, on continue d'affirmer que dès lors que 2 critères, celui de l'isolement et de la minorité, sont établis, c'est une compétence à part entière des départements au titre de la protection de l'enfance, des conventions internationales, et ça, on le revendique et on le parle. Mais néanmoins, nous sommes parfois confrontés à des difficultés considérables, parce que vous le savez, il y a des systèmes de péréquation nationale une fois que la minorité est reconnue, mais il n'y a pas de péréquation de l'évaluation. Ce qui fait que ce sont les quelques 8 ou 10 départements ciblés au niveau national par différentes filières, qui se trouvent en ligne directe de réalisation de l'évaluation, et souvent avec des flux auxquels on peut parfois être dans l'incapacité de faire face, et ce qui nous entraîne dans des procédures lourdes, complexes, pénalisantes pour les collectivités départementales. Et là, il y a vraiment une réflexion à conduire sur comment assurer une forme de péréquation aussi à ce niveau-là, dès la phase amont, parce qu'il n'est pas légitime de laisser à 8 ou 10 départements la quasi-intégralité de cette mission difficile, et qui intègre notamment la mise à l'abri immédiate et sans condition. Et ça, c'est un vrai sujet de difficulté. Et bon, Françoise le dit quotidiennement, Gérald le partage, mais c'est quand même un sujet très lourd à porter. Et là, il faut trouver un mode équilibré, parce que la situation telle qu'elle est, par contre, derrière cela, continuer d'affirmer, c'est une composante de la protection de l'enfance, et les départements ont vocation à l'assumer. Merci beaucoup. Alors, le temps presse et on pourrait échanger très longtemps. C'est un anniversaire. Lors d'un anniversaire, il y a des cadeaux. Donc, j'aimerais que vous puissiez faire un cadeau à Scoria, et notamment
lançant un défi pour les 10 ans au premier établissement français de formation au métier des solidarités. Ça serait quoi le ou les 2 défis vraiment importants, selon vous, à lancer à une grande école comme Astoria? Alors, battez-vous. Voilà, je crois qu'on voit bien que, enfin, en tout cas, il me semble que ce dont nous avons besoin, quand je dis nous, c'est à la fois la FAS, les associations, mais je crois plus largement la société française, on a besoin de penser cette question de la solidarité en ces temps de transformation écologique et féministe. Je pense que c'est là où on a besoin d'un cadre théorique, et d'un cadre théorique qui accueille aussi ce que les jeunes ont à dire ici, dans cette école. Moi, je crois beaucoup à ça, j'en discute beaucoup avec les équipes qui, vous le savez, dans les associations sont un peu déstabilisées, comme toute la société, par ce qu'apportent les jeunes. Sur le thème, mais ils veulent des CDD, pas des CDI, ils n'ont pas l'énergie qu'on avait, etc. Et j'ai eu comme ça récemment un échange qui m'a beaucoup touché avec une directrice d'association dans le Vaucluse, qui partait là-dessus. Jeune, ça. Puis à un moment, je lui dis, mais il y a quand même moyen d'accueillir ce que ces jeunes apportent. Et là, elle me dit, en fait, on a passé du temps à bosser avec l'équipe. On a décidé de se faire accompagner, de faire le deuil de notre regard sur le travail social et d'accueillir ce qu'ils ont et ce qu'elles ont à dire. Et donc, mon attente vers vous, vers ce lieu académique, ce serait vraiment que vous puissiez nous aider à avancer sur le plan de la compréhension et sur le plan du cadre théorique de l'action et de la mobilisation des acteurs et des actrices sur cette réinvention du pacte social et de la solidarité au regard de ces enjeux qui sont des enjeux. J'y ajoute un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est central, c'est la question du plein emploi. Parce que le paradoxe fou, j'ai dit récemment à la Première ministre dans une réunion où elle présentait le pacte des solidarités, je lui disais, enfin, on devrait faire la fête. Je veux dire, on est tous ici, le président mieux que les autres, bien placés pour connaître les dégâts du chômage de masse dans ce pays. Moi, mon quartier à Nantes, je ne le reconnais plus, 40 ans après. Il a été détruit. C'est devenu un lieu de trafic de drogue, de violence, et c'est le chômage de masse. Donc là, on en sort. Perspective plein emploi extraordinaire. Sauf qu'on sait tous ici que ça ne va pas suffire à éradiquer la pauvreté et la précarité. Et donc, moi, j'ai envie de dire, de poser ça, cadeau, pour les 10 années qui viennent, mais on va avoir besoin de la réponse, c'est comme la vice-présidente qui demande à des thésards de bosser, puis de donner une réponse dans les 6 mois. Mais une réponse pour nous aider à dénouer, parce que moi c'est une obsession, hein. Il faut que nous dénouions. Comment dénouer ces crispations autour de la solidarité, de la transformation écologique, de la place des femmes, comment entendre les résistances. C'est là où je dis que le dogmatisme, se contenter de dire un plus de solidarité, machin, c'est des salauds, ils veulent pas, bon, ça ne mène nulle part. Il faut que nous puissions entendre les résistances, entrer dans la discussion, accompagner les gens, écouter ce qu'ils ont à dire. Et c'est là où je suis sûr que Astoria pourra nous aider dans l'action à la place qui sera la nôtre. Bien, alors à l'horizon de 10 ans, bon, je pense que pour ce qui me concerne, malgré le report de l'âge de départ à la retraite, j'aurais à peu près coché quand même toutes les cases pour pouvoir commencer à bénéficier de ce statut, mais la collectivité, elle perdurera, j'en ai la conviction, parce que ces missions, elles sont essentielles. Alors, un des enjeux majeurs pour notre collectivité, eh bien, c'est que vous soyez, dans 10 ans et même avant, bien sûr, en capacité eh bien, de conduire aux portes du conseil départemental tous les professionnels dont nous avons un besoin aigu. Alors, dans tous les maillons de la chaîne, hein, ça va des opérationnels, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui travaillent dans le domaine de l'ASE, l'insertion, l'autonomie, le handicap, et aussi la dimension managériale de ces métiers. Parce que je pense que ce n'est pas un gros mot de dire qu'il faut rechercher l'efficacité de l'action publique, non pas pour faire des économies, mais pour en faire plus et de façon plus pertinente, plus cohérente, et donc de faire émerger un tronc commun, de dire qu'il n'y a pas
d'incompatibilité entre cette efficacité, l'empathie, la proximité, l'écoute, la compréhension. Donc développer cette culture forte à tous les maillons de la chaîne. Et donc là, c'est vraiment un très gros challenge aussi. Alors tout ne dépend pas de vous. Il y a aussi derrière, je le sais, des questions d'attractivité de ces métiers, de ces filières, mais néanmoins l'évocation, entretenir ce sens de l'engagement, parce que c'est un engagement fort, et justement, ce n'est pas simplement, c'est pas pour accomplir des tâches d'abord bureaucratiques, mais bien pour être au cœur des missions. Et puis, à plus court terme, et là, effectivement, je voudrais bien ne pas attendre 10 ans et un an ou deux, si on réussissait à m'éclairer, j'ai une interrogation qui demeure quand je regarde la question de la protection de l'enfance. Nationalement, le taux d'enfants placés, c'est 9,4 pour 1000. En Ille-et-Vilaine, c'est 10,8 pour 1000, c'est-à-dire 15% de plus. Dans un département qui a un des plus faibles taux de chômage, où le taux d'écart de richesse est parmi les plus bas, où le taux de réussite éducative au brevet et au bac est parmi les plus forts de France. Et malgré ça, alors qu'il y a des départements qui sont, j'en connais quelques-uns, infiniment plus sinistrés sur plein de vecteurs, eh bien nous avons cette caractéristique parce que 15% d'écart ramené à la totalité, c'est considérable. Alors si on pouvait comprendre d'abord, parce que comprendre, ça aiderait à prévenir, à réorganiser peut-être la chaîne des politiques publiques le plus en amont possible. Et ça, si des contributions, des réflexions, des travaux pouvaient aussi vite que possible nous éclairer, ou en tout cas m'éclairer moi, parce que ça reste un sujet d'interrogation. Ça fait plusieurs années que je me dis, mais comment que ça se fait? Et pour l'instant, pourtant, on réfléchit. Il y a plusieurs, et collectivement, mais pas de réponse. Donc voilà des travaux pratiques de portée très pratico-pratique et quasi immédiate. Est-ce que Scoria peut promettre ça pour le pot de départ en retraite du président? J'ai dit avant le départ en retraite. Là. Bien, il reste très peu de temps, mais je suis sûr que des questions vous brûlent les lèvres. Hein. Et s'il y a des questions dans la salle, Alessia. Et alors, je pense qu'il y a des micros qui circulent. Ils peuvent circuler. Tu te présentes juste. Alessia Lefebvre, je suis directrice d'une grande école d'ingénieurs ici à côté qui s'appelle l'Agro, l'Institut Agro de Rennes-Angers. Et j'ai beaucoup aimé que Marc vous pose la question du défi, du cadeau que vous voulez faire à Scoria, et je me suis demandé ce que j'aurais répondu moi s'il m'avait posé la question. Et donc au lieu de la poser à Scoria, je vous la pose à vous deux. Et c'est la question de la place des solidarités dans la formation des futures élites de demain. Parce qu'au fond, il y a des thèmes qui se sont imposés dans les 20 dernières années comme des thèmes incontournables de compétences transversales. Il y a eu l'entrepreneuriat à un moment, maintenant il y a eu l'environnement, il y a eu le climat d'abord, maintenant on a la biodiversité, il y a Jean Jouzel qui a fait un rapport qui enfin permet, même s'il est très critique sur la réalité des engagements, peu importe, mais on voit bien qu'il y a du chemin qui a été parcouru et qu'aujourd'hui c'est un peu admis dans la tête de chacun que quel que soit le métier auquel les jeunes se destinent, il faut qu'ils aient des connaissances et des compétences en matière d'environnement. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer qu'à 10 ans, grâce à Scoria, à la Grande École des Solidarités, on puisse imaginer un rapport Jouzel équivalent sur la solidarité et qu'un élève polytechnicien, un Sciences Po, un médecin, dans son cursus, ait été fortement, mais plus que sensibilisé, formé à ces questions de solidarité aux compétences nécessaires, ou est-ce qu'on rêve? Voilà, c'est ma question. Qui veut répondre? Enfin, je peux apporter un éclairage. C'est vraiment, en tout cas, quand on s'est mis autour de la table avec cette perspective de campus de solidarité, c'était un des éléments structurants de dire
créer les conditions pour qu'on ait un lieu où on puisse partager un très grand nombre de regards et de compétences. À Rennes 2, on fait de la géographie, de l'histoire, de la sociologie, de la psychologie. À Sciences Po, on prépare à la connaissance des relations internationales, on prépare à des concours de haut niveau. Il y a la dimension de santé publique, il y a le cœur des métiers du travail social qui était également là. Et c'était de dire, essayons de créer un lieu où on puisse mettre en conférence et en cohérence bien, tous ces talents, toutes ces capacités, pour se dire que vraiment ces démarches-là, ces questions de société, ne trouveront de réponse qu'avec des regards croisés et avec des expertises croisées. Et c'est sans doute comme ça qu'on fera la jonction aussi avec les problématiques, par exemple, environnementales aussi. Et en tout cas, c'est l'idée, je crois, de départ, en tout cas c'est une des peut-être l'idée centrale de cette démarche, croiser le plus en amont possible, travailler en collectif, avoir peut-être un moment des travaux communs, des rapports communs entre étudiants tous déjà de haut niveau, mais avec des regards et des origines différentes. Pascal ? Oui, moi je pense que c'est la vertu effectivement d'un lieu comme celui-ci, de cet espace-là interdisciplinaire. Pensez par exemple en vous écoutant sur les questions d'alimentation. Sur la question de l'alimentation, vous savez mieux que moi combien il faut pouvoir regarder ça, non seulement à travers la question de la transformation écologique, de la santé, mais aussi de la précarité et de la lutte contre la pauvreté. Donc je partage ça. Et j'ai envie de vous dire en même temps, mais ça doit être, il faut que je réfléchisse à ça, parce que votre question du coup me bouscule un peu. Je pense que l'enjeu est encore beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que je partage ce que vous dites, il faut que dans la formation, on puisse avoir cette interpellation, cette sensibilité, ces outils d'analyse. Mais pour moi, ce qui est en jeu, c'est d'abord le contrat social. Je ne dis pas que vous ne partagiez pas ça, hein, mais je pense que là, on est devant quelque chose de très profond, qui est notre capacité ou notre incapacité, et il faut que ce soit notre capacité, parce que sinon, ça devient extraordinairement préoccupant, à se réapproprier collectivement cette question du contrat social. Et si en plus, cerise sur le gâteau, on peut avoir dans la formation des élites, comme vous dites, cette capacité à appréhender les enjeux de solidarité dans cette vision qui intègre la pluralité des défis dans lesquels nous sommes, ça ce sera très précieux. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très... Il faut que chacune et chacun d'entre nous prenne la mesure de ses responsabilités dans ce moment-là. Une autre question peut-être dans la salle ? La dernière. Donc, Lionel Modeste, du conseil régional, je m'occupe des formations sanitaires et sociales, je ne sais où je dis. Je rebondis sur ce que dit madame. Est-ce que le pire ennemi de la solidarité, des solidarités, ça ne serait pas justement l'élitisme ? Il faut revenir au John Rawls. Puisque nous sommes dans un lieu... moi j'ai lu, je dis pas relu, parce que ce serait... En fait, je ne l'ai jamais lu. J'ai lu John Rawls. C'est extraordinairement éclairant. Et notamment sur la question de l'équité, la justice, le contrat social et l'égalité des possibilités, des possibles. Et pour moi, c'est ça la réponse, effectivement. Et aujourd'hui, pour moi, les blocages dans la société française, mais pas seulement, la société européenne, ils sont sur l'ensemble de ces éléments-là. Sur la nature du contrat social, sur la façon dont on conçoit l'équité, donc notamment où chacun contribue aux équilibres sociaux et à l'équilibre des possibles dans une société qui se rétracte et qui collectionne les entre-soi. Et donc c'est effectivement pour moi ça la perspective, plus que la question des élites, effectivement, mais je ne crois pas du tout que c'était trop court. On peut donner une autre illustration de politique publique. Actuellement, nous avons engagé un travail de fond sur la question de la sectorisation des collèges rennais. Je peux vous dire que quand on engage ce type de démarche, on entend des choses parfois effrayantes. Vous vous rendez compte, il ne faut surtout pas que mon enfant il franchisse l'autre côté du boulevard, parce que c'est un autre univers, c'est un autre monde, où des réponses de type, on est bien sûr pour la mixité sociale, mais pas ici, pas maintenant, et pas comme ça. Donc le statu quo. Et là, eh bien, soit on reste dans une approche fermée, l'entre-soi, ou soit on essaye de faire bouger les curseurs, alors avec le champ du possible, hein, parce que les rigidités, et y compris dans des...
chez des personnes, des milieux où on est quand même globalement plutôt de gauche. Et aller contre ça, c'est compliqué. Mais on veut faire bouger les lignes. Alors on s'y emploie. On verra si on y arrive. Merci à vous, merci Pascal Brice qui est toujours participé. On va s'atteler à construire des ponts plutôt que d'ériger des murs. Et on